partir du mot qui est en haut et vous donner toutes ces informations-là. C'est ça ce qu'on appelle un analyseur morphologique. Vous lui donnez le mot qui est en haut, comme entrée de votre système, et les sorties, c'est toutes les informations qui sont là, en noir et en bleu. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc l'analyse morphosyntaxique, elle consiste à analyser chaque mot en définissant ses différentes composantes et en associant à chaque composante son rôle. Là, j'insiste sur une chose, c'est que l'étude morphologique ou l'analyse morphologique, elle se fait hors contexte. C'est-à-dire, j'ai pas de contexte, j'ai un mot isolé et je vais l'analyser. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'un mot isolé peut avoir plusieurs lectures. Il n'a pas nécessairement une seule lecture. Et par conséquent, quand vous faites une analyse morphologique, vous n'avez jamais une seule sortie, ou rarement une seule sortie. Dans la plupart des cas, vous avez plusieurs sorties possibles. Alors, l'analyse morphologique, ça peut consister à développer un système de stémitisation. Ça consiste tout simplement à décomposer un nom ou un mot en stème avec préfixe et suffixe. Et il y a des systèmes qui sont déjà développés qui font que ça. C'est ce qu'on appelle la stémitisation. Vous lui donnez le mot, il vous donne le préfixe, le stème et le suffixe. Ça peut aller plus loin que ça. C'est des systèmes qui vous donnent le lemme. Alors je dis un mot sur le lemme. Pourquoi le lemme est important? Si vous entrez sur Internet, vous téléchargez un dictionnaire interactif, ça veut dire électronique, n'importe quel dictionnaire, et vous lui demandez de vous donner le sens d'un mot. Les entrées du dictionnaire, ce sont des lemmes. Si vous lui donnez un verbe qui est conjugué, il ne peut pas vous donner le sens de ce verbe. Si vous lui donnez un nom qui n'est pas au singulier, il ne va pas vous le donner, il va vous donner des propositions. Est-ce que vous voulez dire ça ou vous voulez dire ça? Mais si vous arrivez à développer un lemmatiseur, ça veut dire qui permet, quand vous donnez un nom, il vous donne le lemme. Vous l'intégrez avec le dictionnaire, et là, vous n'êtes pas obligé de chercher le lemme. Vous lui donnez n'importe quel mot, il va chercher son lemme. Une fois il a le lemme, il va chercher dans le dictionnaire c'est quoi la signification de ce lemme. Parce que les entrées des dictionnaires, n'importe quel dictionnaire, maintenant il y a des dictionnaires interactifs qui ont intégré cette histoire-là. Mais quand vous prenez un dictionnaire en papier, les entrées ce sont des lemmes. Vous ne trouvez pas autre chose. Alors le problème c'est que si quelqu'un ne sait pas chercher le lemme, quelqu'un qui n'est pas un connaisseur de la langue, il est bloqué. Alors que si vous arrivez à développer un lemmatiseur automatique, il peut entrer n'importe quel mot, le système va chercher son lemme, et une fois qu'il a cherché son lemme, il va l'intégrer dans le dictionnaire et il va vous donner son sens. Donc voilà l'un des intérêts du lemme. Le troisième système qu'on peut développer, c'est pas chercher le lemme, c'est chercher la racine. Et les deux derniers sont très utilisés dans les moteurs de recherche actuellement. Au départ, Google, elle faisait l'indexation de tous les textes en se basant sur la racine. Il s'est avéré que les résultats sont moins bons que si on le fait avec le lemme. Actuellement, je pense que c'est le lemme qui est utilisé pour faire l'indexation sur Google. Alors, ce problème de analyse morphologique. La première étape de l'analyse morphologique, c'est la segmentation. Et la première segmentation, c'est le stem. Chercher le préfixe, le stem et le suffixe. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on prend le mot hors contexte, on peut avoir plusieurs segmentations. Si on prend le mot afrad, sans diacritique, biduni tchkil, le mot qui est là, il peut avoir plusieurs lectures, ce mot-là. Ça peut être le mot afrad, jemafat. Ça peut être le mot afarrad. Ça peut être le mot afa, toujours istifham rad.
Et ça peut être le mot afarada, fi'ala. Et tout ça c'est correct dans la langue arabe. Et donc vous voyez ce mot-là, j'ai donné que 4, il peut y avoir plus. Ce mot-là, il peut avoir plusieurs segmentations. La première segmentation, ça veut dire qu'il n'a pas de préfixe, ce symbole c'est le vide. Dans cette segmentation-là, on n'a pas de préfixe et on n'a pas de suffixe. Dans cette segmentation-là, Hamzat al-Istifham est un préfixe et il n'a pas de suffixe. Dans cette segmentation-là, Afa, c'est un préfixe, il n'a pas de suffixe, et Radda, fi'l Radda, qui est fi'l Radda ou qui est fi'l Radda. Et donc vous voyez qu'un mot peut être segmenté de plusieurs manières. Et c'est ce qui fait un peu la difficulté de l'analyse morphologique. Comment pouvoir définir toutes les segmentations possibles. Et pour chaque segmentation, il faut définir la particularité de chaque composante. À savoir, le préfixe c'est quoi son rôle, le suffixe c'est quoi, et le stem c'est quoi. Ça c'est la première étape quand on fait une analyse morphologique. On regarde toutes les segmentations possibles. Une fois on a identifié toutes les segmentations possibles, ça c'est juste un exemple de segmentation. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est toutes les segmentations. Une fois on a identifié toutes les segmentations, on va chercher les patterns, ça veut dire les schèmes de chaque stem. Alors dans nos segmentations, la première segmentation c'était afrad. Il n'y a pas de préfixe, il n'y a pas de suffixe. Le système a donné afrad. La deuxième segmentation, afarradun. Le stem, l'hemza, c'est un préfixe, ça va. On l'a éliminé. Il nous reste le stem farrad, fa'al. Le stem radda, fa'al. Et le stem rada, fa'al. Ça c'est la deuxième étape. Je ne suis pas en train d'expliquer comment on le fait. Hein. Je suis juste en train de vous décrire les différentes étapes qu'on doit réaliser pour pouvoir avoir un analyseur morphologique. Mais comment on fait tout ça, ça prendra un peu de temps pour l'expliquer. Dans l'analyse morphologique archaïque que je vais présenter tout à l'heure, ça veut dire qu'il passe par ces étapes-là. Et je ne donne pas toutes les étapes, hein. Je suis en train de, normalement, entre ces deux-là, quand on arrive par exemple à avoir un stem possible, potentiel, ce stem n'est pas nécessairement un mot dérivé. Donc il n'a pas nécessairement un schème. الجذع ليس بالضرورة اسم مشتق بالتالي ما عندوش بالضرورة وزن. C'est pourquoi quand on a normalement les stems potentiels, la première étape, on va les étudier comme étant des mots non dérivés. Ensuite on les étudie comme étant des mots dérivés. Donc il y a toutes ces étapes-là, mais le temps ne me permet pas de détailler toutes ces étapes. Alors, à partir des schèmes, j'arrive à obtenir les racines. Les racines, c'est quoi? C'est les lettres dans les stems qui correspondent dans les schèmes à la lettre Fa, la lettre A et la lettre Lam. Donc, à partir de ce schème-là, c'est quoi la racine de ça? De ce mot-là? Le Fa, le Ra, le Dal. Donc, c'est pour ça qu'on cherche les schèmes. C'est parce que c'est les schèmes qui vont nous permettre d'identifier les racines. Donc, à partir afrad zaïd wazn af'al, j'obtiens la racine farada. Farrad zaïd fa'al, j'obtiens la même racine et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on cherche à identifier le schème, c'est ce qui permet d'identifier les racines. La dernière étape, c'est identifier les étiquettes morphosyntaxiques du mot. Par exemple, pour afrad, à partir du schème, je sais que ce schème-là, ça correspond à un nom qui n'est pas dérivé, jamais ça veut dire non dérivé, qui n'est pas dérivé, c'est pas singulier, c'est pluriel, c'est pas mufrad. Pluriel masculin. Afrad, c'est un nom pluriel masculin. Farradun, c'est mubalaghat ism al-fa'il. Et il est singulier et masculin, et ainsi de suite. Ces informations, comment je les obtiens? Je les obtiens à partir des schèmes. C'est les schèmes qui me donnent ces informations. Parce que je sais que chaque schème, il correspond
un certain ensemble d'informations. Mais ce qu'il faut retenir, un schème ne vous donne pas nécessairement, parfois il y a des schèmes qui peuvent vous donner plusieurs cas. Par exemple, fa'ala. Fa'ala, ça peut être un verbe, ça peut être un nom. Akala, ala wazn fa'ala. Non, fa'ala. Daraba, 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 darabun. Daraba, darabun. لا أكل خصني اسم على وزن فعل. Donc un schème, on ne lui correspond pas automatiquement une seule information morphosyntaxique. Ça dépendra des schèmes. Il y a des schèmes pour lesquels il y a une seule information morphosyntaxique, il y a des schèmes pour lesquels on en a plusieurs. Et là on voit l'intérêt de la présence d'un linguiste dans l'équipe de traitement automatique des langues naturelles. Alors, l'équipe d'Oujda a développé il y a à peu près 6 ans un analyseur morphologique qui est open source et qui s'appelle Barnamj Khalil Safi. Il a été développé en collaboration avec l'Alexo, et avec le CAST, Medinat al-Malik Abdelaziz, l'Ulum al-Tiqniya. Medinat al-Malik Abdelaziz, l'Ulum al-Tiqniya, c'est l'équivalent du CNRST au Maroc. Alors, ce logiciel, il est sous SourceForge. Il a étudié, voilà son adresse elle est en bas. Il est téléchargeable à partir de cette adresse-là. Et il permet de faire tout ce que je viens de dire et un peu plus pour les mots isolés. Cette année, il y a à peine un mois et demi, on a lancé la deuxième version. Toujours la même équipe. Et bien sûr, l'objectif, c'était d'améliorer les performances du premier. Celui-là, il est téléchargeable à partir de l'adresse qui est en haut là-bas. Il est open, hein? Lui aussi, il est open. Pas dans SourceForge, pas dans SourceForge. Non, l'adresse qui est en haut. Ouais. Dans l'université. Oujda, NLP, ça veut dire Natural Language Processing, team.net. Donc à partir de là, vous pouvez télécharger cette version, elle a à peine un mois. Alors, la différence entre ces deux versions, quelques statistiques. Alors, pour la couverture, là, je les ai comparés à 2 autres analyseurs morphologiques. Parmi les analyseurs morphologiques les plus connus, c'est l'analyseur BAMA, qui a été développé par Backwater en 2002. Et SAMA, c'est la deuxième version, c'est une des versions de BAMA. C'est pour l'arabe aussi. Pour la langue arabe, tous c'est pour la langue arabe. Alors, tous les deux sont open source. Et c'est parmi les plus connus, pour ne pas dire BAMA, c'est le plus connu. Sama n'est pas open source. Sama n'est pas open source. On a envoyé, ils nous l'ont donné. Hein. On l'a, même Madame Yann. On a fait les tests. Elle n'est pas open source. Mais en tout cas, ça veut dire on a écrit aux propriétaires, ils nous ont donné le code. On peut nationaliser. Alors, on a fait des tests sur un corpus de 72 millions de mots. Et on a testé les 4 systèmes. BAMA, la version améliorée, Al-Khalil 1 et la version améliorée. La couverture, c'est 72 millions de mots, hein, c'est pas peu. La couverture, ça fait quoi? Ça veut dire qu'il analyse combien de mots par 100. Quand je lui donne 100 mots, il peut analyser combien de mots? Alors, BAMA, il peut analyser à peu près 80 mots, et il ne sait pas analyser 20 mots, pour 100. SAMA, 91,7, Al-Khalil 1, 86, Al-Khalil 2, 99,76. Donc, et ça, c'est grâce à l'enrichissement des bases de données. Le gros du travail qui a été fait entre Al-Khalil 1 et Al-Khalil 2, c'est au niveau des bases de données. Le deuxième critère, c'est la vitesse. Il analyse combien de mots par seconde. Le plus rapide, c'est BAMA. BAMA, il analyse 725 mots par seconde. Celui qui vient juste après, c'est Al-Khalil 2. Il analyse 613 mots par seconde. BAMA, il est plus rapide parce que sa base de données ne représente même pas le 1 centième de notre base de données. Donc c'est ça qui fait que c'est très rapide, c'est le plus rapide. Et ça se répercute sur la couverture. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à analyser beaucoup de mots. C'est parce que sa base de données n'est pas très représentative. Alors, quand on analyse un mot, en moyenne, il nous donne combien de lettres? Ça, c'est la troisième ligne.
En moyenne, Bama il donne 2,4 lemme par mot, ça veut dire 2,4 analyses différentes en moyenne. Et le nôtre, il donne 4,7. Al-Khalil 1 ne donnait pas de lemme, il n'y avait pas de lemme dans Al-Khalil 1. On l'a maintenant dans Al-Khalil 2. Al-Khalil 2, il nous donne en moyenne pour chaque mot isolé, en moyenne, il vous donne 4 lemmes différentes. Et la même chose pour le stem, et la même chose pour diak. Diak, ça veut dire le mot voyelé. Le kalima mshkoura. Quand on lui donne un mot non voyelé, il vous donne en moyenne, combien de voyelations possibles. Alors pour Bama, c'est 2,3 et pour Al-Khalil, c'est 8,9. Et on n'a pas pris en considération la dernière voyelle. Ça veut dire madrasa, on la compte une seule fois. On ne va pas compter madrasata, madrasatu, madrasati. Juste madrasa. La couverture au speed, je comprends. Il y a une référence. La couverture, la référence, l'idéal c'est 100%. Speed c'est 0, c'est ça l'idéal. Non, speed c'est la vitesse. C'est ça, l'idéal c'est 0. Non, l'idéal c'est le plus grand nombre de mots par seconde. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est d'accord. Mais l'axe. Average, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi la référence? Il y a 4, pour moi, il n'est pas significatif. Il n'a aucune signification. Tel que comme ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi. Normalement, quand on veut mesurer un système qui vous donne plusieurs solutions possibles, on a 3 mesures qui sont très utilisées. Il y a ce qu'on appelle la précision. Ça veut dire parmi les sorties, il y en a combien qui sont correctes. Il y a ce qu'on appelle le rappel. Parmi les solutions, est-ce qu'on n'a pas oublié quelques-unes? Et il y a une mesure qui lie les deux, c'est ce qu'on appelle la F-mesure. Mais pour pouvoir faire ça, il vous faut un corpus étiqueté à la main, pour lequel chaque mot, il est accompagné de toutes les solutions possibles. C'est le seul moyen pour pouvoir faire la comparaison. Et ce corpus n'est pas disponible actuellement. Par contre, j'ai fait d'autres mesures qu'on n'a pas ici, ils sont dans l'article. On a un corpus qui s'appelle Memrar. Il n'est pas open aussi. Dans Memrar, vous avez ces étiquettes-là, mais dans le contexte. Il vous donne le stem, le vrai stem, dans le contexte. Il vous donne le lemme dans le contexte. Et il vous donne la forme voyelée dans le contexte. Ce qu'on a fait, on a regardé les étiquettes de Memrar, est-ce qu'ils figurent parmi les sorties? Ça vous donne une idée sur la précision. L'abrégé, quand j'analyse un mot, il me donne plusieurs stems possibles. C'est quoi? C'est combien? En moyenne, c'est ça le chiffre. Pour chaque mot. Mais à quoi elle sert? En quoi elle est parlante? Elle est parlante en termes de richesse des sorties. Ça veut dire. Oui, mais si j'ai une seule solution. Le mot n'est pas voyé. Toutes les solutions. Le mot n'est pas voyé. Si le mot n'est pas voyé, mais la solution, il y a une seule. Ouais. Non, il donne une seule. Le système, il donne une seule. Même si tu l'étiquettes linguistiquement parlant, il y a une seule. Oui, il te donne une seule. C'est ça. Oui. Donc, ça, c'est une moyenne. Je comprends ce que c'est une moyenne. Pour moi, elle n'est pas significative. Des fois, je peux avoir 10. Des fois, je peux avoir 1. Des fois, je peux avoir 200. Mais qu'est-ce qu'elle donne comme information? Voilà ce qu'elle donne comme une information. Si on s'amuse à mesurer dans la langue arabe le degré d'ambiguïté. Ça veut dire un mot, il peut avoir en gros combien de lectures? C'est ça ce qu'on cherche à mesurer ici. Bon, l'idée c'est qu'en principe, un analyseur qui donne davantage des solutions a une capacité d'inclure toutes les solutions. Toutes les solutions, donc tous les phénomènes, même des phénomènes qui peuvent être rares ou qui ne sont pas considérés par les autres. Tout à fait. La question qu'on peut se poser ici, ça c'est un bon chiffre, à condition qu'il soit correct. Ça veut dire qu'il faut mesurer, est-ce que effectivement toutes les données qui sont là sont correctes? C'est la précision. Et ça, pour l'avoir, il nous faut un corpus étiqueté. Pour l'information, un des corpus de Sawal Haj, je ne m'en rappelle plus c'est lequel, on a étiqueté à la main avec son mot, avec toutes les solutions possibles. Tu nous l'envoies et on le teste. Ce serait intéressant de tester. Oui. Non, je voulais juste répondre que dans ce cas, c'est l'analyse d'une seule parole non vocalisée. Donc, si tu me donnes seulement 2 solutions, au lieu de 4 solutions. 4 solutions, elles représentent une certaine richesse.
juste ça. On peut dire que c'est l'analyse théorique de la parole. Si tu me donnes 4, ça représente que le database est riche. Dans ce cas, c'est tout. Justement, c'est hors contexte. On ne parle pas du contexte en soi. On parle juste de la richesse du database. Mais l'autre cas, des fois je peux avoir 4, mais d'autres, il a généré des choses qui sont fausses. C'est ça. C'est la précision. C'est la précision. On peut dire que c'est une... Donc elle n'est pas très parlante pour moi. C'est Un principe, c'est pas... Alors, en conclusion, concernant cette étape morphologique, l'analyse morphologique, je le répète, ça se fait hors contexte. Alors, une deuxième étape, parmi ces sorties-là, on a un mot, l'analyse, parmi ces sorties-là, c'est quoi qui est la bonne dans le contexte? Alors, comment on fait pour trouver la bonne solution dans le contexte? Ça, c'est la deuxième question. Et quand on cherche tous les systèmes qu'on a actuellement, quand on cherche à identifier la bonne solution dans le contexte, tous les systèmes qui sont développés, ils sont développés étiquette par étiquette. On ne le fait pas globalement. On cherche à identifier le bon stem dans le contexte. On cherche à identifier le bon lemme dans le contexte. On cherche à identifier la bonne voyellation, dans le contexte. Mais on ne fait pas les trois d'un seul coup. Ça veut dire, quand je dis, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je suis en train de dire que jusqu'à présent, on travaille comme ça. C'est un peu compliqué quand on met toutes les étiquettes ensemble. Et il y a des systèmes qui permettent de faire ça. La deuxième chose, à quoi sert l'analyse morphologique? Elle est présente partout. On ne peut pas développer une application de traitement automatique des langues naturelles sans passer par une analyse morphologique. Et la qualité de l'analyse morphologique va avoir un impact sur la qualité des systèmes que vous allez développer ultérieurement. Quand vous développez un système d'indexation, si vous n'avez pas un bon analyseur morphologique, vous avez une mauvaise indexation. Si vous développez, quand vous parlez de la classification des documents, vous avez beaucoup de documents, vous allez mettre ceux qui parlent du sport tout seul, ceux qui parlent de la littérature tout seul, ceux qui parlent de la politique tout seul. C'est une des applications de la classification. Là aussi, on a besoin d'analyse morphologique. Quand on parle de traduction automatique, c'est pareil. Alors, toutes les applications utilisent l'analyse morphologique, à l'exception des applications qui utilisent uniquement un traitement statistique. Il y en a quelques-unes qui se limitent à un traitement statistique. Tout à l'heure, je dirai un mot sur ça. Mais en gros, la grande majorité des systèmes développés dans le traitement automatique des langues naturelles utilisent une analyse morphologique et après, ils font un traitement statistique. Alors, ça, c'est ce que j'avais à dire sur l'analyse morphologique. La deuxième analyse qu'il faut faire, c'est l'analyse syntaxique. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire. L'analyse syntaxique, c'est quoi? C'est la science qui étudie la relation entre les différents mots. Les relations syntaxiques, les halaqat nahwiyya ou la tarkibiyya. C'est l'analyse, c'est la science qui étudie la relation syntaxique entre les différents mots. Alors, un analyseur syntaxique, ça c'est l'analyse syntaxique, chez les linguistes. L'analyseur syntaxique, quand on parle d'analyseur syntaxique en anglais on dit parser, ça veut dire développer un système automatique qui permet de vous donner certaines informations sur la syntaxe, sur ces relations-là. Donc l'analyse syntaxique, ça veut dire c'est un système automatique. Vous lui donnez un texte et il vous donne des informations sur quelques relations entre les mots. Il vous dit par exemple que celui-là c'est un adjectif de celui-là. Il vous dit que ça c'est le sujet de ça. Ça c'est le complément de ça. Ces relations-là, on cherche à les obtenir à partir d'un système automatique qu'on appelle parseur ou bien analyseur syntaxique. Alors, un tout petit peu d'histoire quand même. La linguistique moderne, je vais dire quelques phrases et je les mets entre parenthèses parce qu'avec nous il y a des linguistes et je sais que c'est là qu'ils vont m'avoir. Donc ce que je dis c'est entre parenthèses. Alors, la linguistique moderne c'était au milieu du siècle dernier et en particulier avec Chomsky, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait Chomsky. Il n'est pas le seul, hein, mais avec Chomsky. Alors, il pensait que en utilisant des statistiques,
c'est ce qu'on appelle l'analyse distributionnelle, on arrive à répondre à toutes les questions relatives à la syntaxe. Ça, c'était une école. Il y a d'autres écoles qui disaient non. La statistique, quand je dis statistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un corpus très très grand dans lequel vous avez des textes, et à partir de là, vous dégagez de l'information. Et vous dégagez toutes les structures qui peuvent lier les mots dans une phrase. C'est ça ce qu'on appelle statistique. C'est un traitement purement statistique. Ça nécessite un corpus. Et pas n'importe quel corpus. Un corpus le plus représentatif possible. Alors, bien sûr, cette approche-là, il est théorique. Hein. Les gens qui parlaient de ça, ils parlaient de la théorie. Et cette approche-là, il y avait beaucoup d'articles dans la linguistique qui cherchaient à débattre concernant ce sujet-là. Et on a vu un développement sur 4 ou 5 décennies. Et à la fin, on est arrivé, c'est ça ce qui m'intéresse, on est arrivé à un consensus qui dit la chose suivante. Pour pouvoir faire une bonne analyse, il nous faut un certain ensemble de règles, c'est ce qu'on appelle une grammaire, en plus d'un traitement statistique. Un traitement statistique, ça veut dire qu'on a un corpus qui est étiqueté, qui va nous aider à exploiter ces règles-là. Donc, j'ai besoin d'une grammaire, c'est un ensemble de règles qui me disent comment je peux construire des phrases, et j'ai besoin d'un corpus étiqueté qui me permet de faire de l'apprentissage pour mon système. De lui apprendre, par exemple, que pour construire une phrase, cette phrase, elle est plus récurrente que celle-là. Toutes les deux sont correctes. Mais dans ce contexte-là, cette structure-là, elle est plus récurrente que celle-là. Et donc, elle est plus probable d'être réalisée. Ça, c'est dans la phase apprentissage. Alors, et ce qui existe actuellement comme système syntaxique, ça veut dire des parseurs, ce sont des systèmes qui utilisent ces deux concepts. Une grammaire plus des statistiques. Alors, ça, je viens de le dire. Les applications, et après je vais parler comment on développe un analyseur syntaxique. Les applications, ça c'est frappant. Est-ce que vous avez une idée comment un système de traduction qui utilise les règles, comment il fait la traduction? Il y a des systèmes qui utilisent que les statistiques, ça c'est à part. Moi je parle des systèmes, comme Systram par exemple, qui utilisent les règles. Comment il fait? Il fait la chose suivante. Quand vous lui donnez une phrase, il prend chaque unité toute seule. Il cherche le lemme dans le contexte. Et une fois il a le lemme, il a un corpus parallèle dans lequel vous avez les lemmes de la langue source et la langue cible. Un lexique. Un lexique ou un dictionnaire. Un lexique. Alors, je donne un exemple. Je donne en français. Je mangeais les pommes. Non, je ne veux pas en français parce que l'ordre c'est le même. Je le donne en arabe parce que l'ordre c'est pas le même. Pourquoi? On commence par un verbe. En anglais ou en français, c'est pas la même chose. On commence par un sujet. Vous me suivez ou pas? Alors, chaque composante, je vais chercher son équivalent dans le lexique. Et une fois que j'ai les équivalents, je vais les mettre ensemble pour avoir une phrase. Je ne peux pas garder l'ordre que j'avais au départ. Je dois changer l'ordre. Et là, la syntaxe intervient. Donc, la syntaxe, elle intervient au niveau de la traduction automatique pour générer les phrases. À partir de mots, il faut générer des phrases. Et pour cela, on a besoin, c'est la dernière partie qu'on a besoin. On a besoin d'un parseur, c'est-à-dire d'un système qui fait de l'analyse syntaxique. De la même manière, quand vous faites de la correction orthographique, quand vous écrivez deux mots et vous soulignez parfois parce que vous n'avez pas fait l'accord. Vous faites par exemple les enfants dorment au lieu d'écrire dorment. Et là, il va vous souligner qu'il y a une erreur, tout simplement parce que vous n'avez pas fait l'accord. Ou bien les enfants, vous écrivez les enfants sans S. Alors là, on a besoin de l'analyse syntaxique qui permet de dire au système, il y a un problème là, il faut le corriger. Et ainsi de suite. Voilà quelques applications. Alors,
Je sais qu'on aime toujours les exemples. Parce qu'à partir de là, on arrive à استحضار. Comprendre. Non, استحضار شيء. On arrive à... L'assimilation. Non, j'ai pas trouvé le mot. استحضار شيء. Théorisé. يلا non. استحضر شيء يعني يكون غايب نستحضره. C'est assimilé. Simule. Alors, peu importe. Alors, représenter, Non. استحضار المشاكل. يعني Avoir. vous avez tous compris, donc c'est bon. Sans chercher le mot. Alors, personne. je cherche un mot particulier. On va le trouver tout à l'heure. Quand on l'oubliera, on va le trouver tout à l'heure. L'achat. Voilà. Alors, elle mange une glace à la fraise. Elle mange une glace à la plage. Alors, la même chose que tout à l'heure. À la fraise, elle revient sur quoi? La glace. La glace. Donc, s'il y a histoire d'accord, ça va être entre ces deux entités. Alors qu'à la plage, elle revient sur quoi? Alors, la même chose, c'est la fille du cousin qui boit. Alors, c'est le cousin ou la fille? Les deux. Et là, c'est l'histoire de l'ordre. L'ordre, il a de l'importance. Ahmed parle à Ali. Ali parle à Ahmed, c'est les mêmes mots. C'est pas le même sens. Dans la première, c'est Ahmed qui parle, et dans la deuxième, c'est Ali qui parle. Alors, ce qui nous paraît très simple, ne l'est pas pour la machine. La machine, quand elle cherche à manipuler ça, elle a beaucoup de difficultés. Et encore plus avec la langue arabe, parce que dans la langue arabe, il y a un phénomène qui s'appelle taqdim ou ta'khir. Ça veut dire, par exemple, quand vous prenez une phrase nominale, jumla ismiya. Une phrase nominale, ça veut dire mubtada wa khabar. Mais ce n'est pas toujours dans cet ordre-là. On peut avoir le khabar muqaddam al mubtada. Et donc, il ne faut pas dire que le premier nom, c'est toujours le mubtada. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire qu'on a avec la langue arabe, que peut-être elle n'existe pas avec d'autres langues. Alors, la plupart des systèmes qui font l'analyse syntaxique, ils utilisent avant une analyse morphologique. La plupart, je n'ai pas dit tout.